Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle manifestation du Cercle. Notre conférence du jour est parrainée par DocuSign et elle a pour thème « Confiance numérique, quels enjeux pour les entreprises ?» Pour en débattre comme chaque mois, trois grands experts. J'ai cité Frédéric Brousse, Asma Mala, Romaric Attit. Et on retrouve tout de suite Frédéric Brousse pour une présentation de cette belle entreprise DocuSign. Bonjour à tous. Tu m'as déjà invité, j'ai déjà eu l'occasion de raconter un peu l'histoire de DocuSign, donc je ne vais pas le refaire. Je pense que ceux qui étaient là à l'époque ont bien aimé entendre l'histoire de l'ingénieur qui commence à développer un outil de signature électronique pour permettre, il y a 20 ans, à Seattle, à sa femme agent immobilier, de signer les contrats plus facilement, et comment de là a démarré une société qui aujourd'hui fait plus de 2,5 milliards de chiffre d'affaires, est présente partout dans le monde et le leader mondial de la signature électronique. Donc ça c'est l'histoire. La réalité derrière l'histoire, c'est une marque qui est une solution de signature électronique qui a changé la vie de pas mal de monde à des moments importants. C'est vrai qu'on va revenir assez rapidement sur le thème de notre soirée parce que la confiance est au cœur de tout ce que fait DocuSign. C'est-à-dire que quand vous signez votre premier job, votre premier appartement, quand vous achetez votre maison, quand vous signez chez le notaire avec DocuSign, ce sont des documents, ce sont des contrats qui ont une importance énorme dans vos vies, qui ont une importance énorme pour vous. Et quelque part, au-delà évidemment de fournir la capacité à le signer de manière digitale, on va aussi stocker, conserver ces documents et puis vous les remettre à disposition. Donc vous nous faites aussi la confiance de nous confier ces documents. Alors moi, ce que j'aime bien dans tes événements, Alain, c'est que quand j'ai l'occasion de m'asseoir à une table avec les convives après la conférence, j'ai en général 90% des gens autour de la table qui me disent « Ah mais t'es chez DocuSign, mais c'est génial, j'ai signé aujourd'hui. » Qui a déjà signé au moins une fois via DocuSign? Bon. Pas mal quand même, hein. Ouais. Et même Asma tout à l'heure me disait mais j'avais pas réalisé, mais en fait j'utilise DocuSign quasiment tous les jours. Donc voilà, donc on a cette histoire. Cette histoire, elle est mue par un certain nombre de dynamiques technologiques qu'on connaît bien. La première, c'est évidemment, on prend un processus ancien, bien connu, traditionnel sur papier qui consiste à dire on prend deux personnes qui signent un contrat avec un stylo et on le digitalise. On passe dans une deuxième étape où on construit autour de tout ça des solutions technologiques pour permettre aux gens de le faire de manière plus rapide, de le faire sur leur téléphone portable, etc. Donc les gens sont désormais capables de signer quand ils veulent, où ils veulent. Donc ça, c'est important. Et là, on arrive dans une troisième phase de développement de DocuSign où les entreprises et les clients commencent à nous dire « Bon, ce que vous faites est génial pour la signature, mais nous, on a tout un processus d'accord qui parfois ne nécessite pas de signature, mais de l'identification, de la vérification d'identité, qui commence au moment où on crée le contrat et pas seulement au moment où on le signe. Et on aurait besoin que vous nous aidiez à développer des outils qui fassent l'ensemble. » Donc on est à l'œuvre sur ce sujet-là. C'est ça l'avenir de DocuSign aujourd'hui. Pour en venir à ça, Alain, c'est ça notre futur, c'est d'être capable de gérer les accords entre les gens de quelque manière que ce soit et pas simplement la transposition d'un acte de signature de manière digitale, même si on le fait bien. Donc la confiance, elle est au cœur de tout ce qu'on fait. Encore une fois, les documents sur lesquels vous travaillez qui vont mener à la contractualisation, vous nous faites confiance en les donnant au flux digital de DocuSign. Donc nous, on est redevable de cette confiance d'un point de vue de la sécurité, bien évidemment de ces documents, d'un point de vue de leur confidentialité. Et on aura l'occasion d'y revenir. Une de nos forces, c'est d'avoir su s'adapter aux contraintes réglementaires de toutes les régions du monde et de tous les pays. Vous imaginez bien que les contraintes réglementaires et la valeur juridique d'une signature n'est pas la même selon qu'on est dans un pays anglo-saxon comme les États-Unis et l'Angleterre, ou qu'on est dans des pays de droit très réglementés comme l'Europe, qui a créé des standards auxquels il a fallu qu'on réponde, ou encore en Chine, ou en Inde, ou au Japon, sur lesquels il y a des technologies qui sont complètement différentes et auxquelles DocuSign a su s'adapter. Avec, pour revenir toujours sur ce thème de la confiance, une particularité quand même qui est importante, c'est que de manière à pouvoir produire tous les niveaux de signature les plus élevés en Europe, DocuSign est donc un tiers de confiance. Donc on est à la fois le prestataire de la solution que vous connaissez, mais aussi tiers de confiance. Et on a choisi de l'être
en France, où les exigences en termes de réglementation, de contrôle qui sont faits par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et dans les très hauts standards européens, voire au niveau les plus exigeants au niveau européen. Donc nous, on a tout de suite imaginé que c'était notre devoir de se certifier auprès de l'entité de certification la plus exigeante au sein de l'Union européenne. Et donc on est certifié, on est tiers de confiance au sein de l'ANSSI. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la sécurité. Peut-être une dernière chose, donc vous le savez, DocuSign, et je l'ai dit, c'est une société américaine. Mais quand il en vient aux solutions d'identité, toute une partie de solutions de sécurité et à la conformité aux réglementations européennes, tous ces développements-là sont faits en France. Donc moi, la moitié de l'effectif de DocuSign en France, ce sont des ingénieurs, ce sont des responsables produits, des responsables de développement, des responsables conformité qui créent nos solutions de manière à ce qu'elles collent au plus près aux exigences de sécurité du monde entier, mais avec évidemment cette perspective et cette vue européenne où il y a un niveau d'exigence encore plus important. Donc sans confiance, il n'y a pas de DocuSign. Sans sécurité du système d'information, sans protection, sans conscience de ce qu'il faut faire pour protéger la donnée que vous nous confiez, il n'y a pas de DocuSign non plus. Bon, moi c'est clair là. Merci Frédéric. Asma, on parle des défis, des menaces de cette sécurité numérique. Tu as 3 heures. Alors, et en vrai, j'ai 15 minutes. Non, pour tirer un peu le fil de la question de la confiance et pour répondre à la question sécurité, menace, géopolitique, etc., la seule transition, et l'unique, mais la principale et peut-être la plus importante que je vois, c'est la question de la démocratie d'une certaine façon. Et pardon de prendre toute cette hauteur-là par rapport à des enjeux beaucoup plus business, mais il s'agit de ça. Et quand je dis la question de la confiance pose la question du modèle politique et de la démocratie, je le dis vraiment en connaissance de cause, parce que récemment, vous avez toutes entendu, évidemment, beaucoup parler, voire utiliser toutes ces IA génératives, notamment ChatGPT, et avec toutes les questions qu'elle posait sur ce que j'appelle, moi, un concept que je suis en train de tester, d'ailleurs, et vous me direz bien ce que vous en pensez, qui est ce que j'appelle une ère symbiotique, où tout d'un coup, le vrai, le faux, le public, le privé, le civil, le militaire, par ces technologies-là, deviennent complètement symbiotiques et non pas hybridés, où on n'est plus du tout capable aujourd'hui d'un point de vue technique, et par l'impulsion de ces technologies duales, l'intelligence artificielle en premier lieu, mais toutes les autres, duales, quand on dit techno-duales, ça veut dire qu'elles sont à la fois civiles et militaires, elles sont bifaces. Et donc, en fait, d'une certaine façon, elles militarisent en fait, ce qui était jusque-là de l'ordre du ludique, du sympathique, du pratique. Regardez par exemple les guerres informationnelles sur les réseaux sociaux, par exemple. Les réseaux sociaux, vous les avez tous dans votre smartphone, tous. Vous avez tous un réseau social quelque part, quelconque, et sur lequel vous pouvez vous amuser beaucoup, échanger avec votre famille, et en même temps, tout d'un coup, ça devient une arme de guerre informationnelle. Et aujourd'hui, on a même des nouvelles conflictualités qui sont les guerres cognitives. Toute la question de TikTok, par exemple. Et derrière ça, ce ne sont pas simplement des plateformes, il y a des IA qui sont encapsulés là-dedans. Et la question de la confiance participe de ça, c'est-à-dire quel contrôle on garde d'un point de vue politique, d'un point de vue démocratique sur ces outils qui nous échappent, qui sont en fait aussi des outils d'ingérence, de désinformation, de manipulation, et dans un monde symbiotique donc, où il va être très difficile techniquement, cognitivement, de faire le tri entre ce qui est crédible ou pas, ce qu'on va pouvoir croire ou pas. Et je n'irai pas du tout sur les débats philosophiques de qu'est-ce que la vérité, parce que là, on pourrait vraiment s'écharper, mais à minima rester sur quelque chose de l'ordre de ce qui est au moins vérifiable et qui permette de maintenir une capacité à faire consensus. Et la question politique ou géopolitique, en fait, derrière, c'est que vous avez des technologies, des IA, qui sont privatisées, qui encapsulent des idéologies parce qu'elles sont construites selon des critères, des paramètres, des filtres, qui visibilisent certaines valeurs, qui donc en invisibilisent d'autres. Et c'est toute la question aujourd'hui, par exemple, qui confronte un Sam Altman, patron d'OpenAI, avec Elon Musk, par exemple. La question sur laquelle ils se sont battus, c'est la question woke. Elon Musk pensant, par exemple, que les outils de Sam Altman
en fait, sont des véhicules d'une idéologie woke. Donc, vous voyez à quel point et jusqu'à quel niveau de granularité idéologique on peut monter sur quelque chose qui pourtant a l'air juste sympa sur votre téléphone et qui potentiellement peut produire des gains de productivité. En réalité, il y a des visions, des rivalités entre géants technologiques, mais aussi entre nations, qu'il est absolument nécessaire d'avoir en tête. Donc, tu me fais le timekeeper, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez toutes ces strates de lecture qui s'imbriquent, qui sont interdépendantes entre elles, qui ne sont absolument pas du tout neutres et qui donc posent la question de la confiance. Et surtout, ce sont des technologies qui sont privatisées, ce sont des boîtes privées, qui ne sont pas simplement des boîtes. Aujourd'hui, les grandes boîtes technologiques, les grands géants technologiques ne sont pas simplement des entités privées, ou des boîtes privées, ce sont aussi des acteurs politiques, des acteurs idéologiques, des acteurs géopolitiques. Elon Musk en Ukraine, Microsoft en Ukraine, Amazon en Ukraine, etc. Et donc, en fait, on a pu tester comme ça des technologies qui pouvaient paraître un peu sympas dans le champ de la guerre, avec une dataification des champs de bataille et des opérations. Et avec un ChatGPT ou d'autres IA génératives développés par exemple par Palantir, qui permettent, si vous voulez, de planifier les opérations sur le terrain. C'est-à-dire de mouliner la quantité de data en temps réel et de sortir les scénarios possibles pour l'état-major. Donc vous voyez qu'on peut aller très loin. Ça peut être utile pour faire, je ne sais pas moi, de la prévision de conservation de patates chez Carrefour, c'est le cas, ou faire la guerre. Et on est vraiment dans cet entre-deux, dans cet intermonde-là. Et ce sont des technologies américaines, quand on est dans le bloc occidental, ou chinoises. Côté chinois, vous avez l'équivalent ERNI, qui a été développé aussi selon des consignes et des guidelines idéologiques très précises. Et avec la question dernière que je poserai, et qui peut-être vous intéressera, vous, beaucoup plus directement, c'est la question de l'Europe, c'est-à-dire la souveraineté technologique européenne qui est complètement prise en tenaille entre des alliés américains, des interdépendances économiques, énergétiques chinoises, et nous là-dedans. Et la seule réponse qu'on a trouvée à date, c'est une réponse nécessaire, non suffisante, la réponse normative, tous les textes réglementaires qu'on accumule, et dont on n'a même peut-être pas tellement la capacité de mise en œuvre réelle, par peut-être manque de compétences, de ressources, etc. Et parce que par définition, la loi arrive par définition et par nature a posteriori du problème. Et là, on est faible, hélas, c'est sur la partie proactive, c'est-à-dire sur la partie techno-industrielle. Et là, on manque encore de capacité à construire une vision, c'est-à-dire qu'est-ce que la France, qu'est-ce que l'Europe à 50 ans dans ce nouveau landscape technologique. Et c'est ça qui reste à construire, et peut-être tous ensemble d'ailleurs. Asma, qui est prof notamment à Sciences Po, à Polytechnique et à Columbia. Frédéric, on rebondit sur cette notion de confiance. Comment on fait pour la transmettre, pour la maintenir, notamment vis-à-vis des clients et des partenaires aussi ? Alors les clients vont être excessivement exigeants sur les preuves qu'on va apporter en matière de confiance, en matière de gestion des données. Donc ça passe par plusieurs choses. Ça passe par la transparence sur la manière dont est construit notre système d'information, la manière dont on va stocker, crypter toutes les informations qui sont confiées par nos clients. Et puis cette capacité aussi à s'engager aux côtés de nos clients sur la restitution d'une information et bien évidemment sur la protection juridique en cas de litige, ça plus pour la partie signature électronique. Et après, pour rebondir sur ce que disait Asma, il y a évidemment des enjeux à la fois technologiques, éthiques et bien évidemment business autour de l'intelligence artificielle. Donc nous, on embrasse cette technologie d'intelligence artificielle en se disant plusieurs choses. En se disant, premièrement, tout ce qui est IA générative est particulièrement bien adapté au métier qui est le nôtre, celui des contrats. Parce que c'est sûr que si on peut, avec l'IA, aider à la rédaction d'un contrat, comprendre ce qu'il y a dans un contrat, ça s'y prête particulièrement bien. Deuxièmement, c'est sûr qu'en étant DocuSign et en faisant ça depuis 20 ans, c'est notre 20e anniversaire, on a plus de 6 pétas de données et de métadonnées qui nous permettent d'analyser tous ces schémas et tous ces flux. Après, on n'accède pas aux données. Donc, se pose la question de savoir est-ce que vous, nos clients, vous nous laissez accéder à vos données pour permettre de rendre du service au niveau avec de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est une question compliquée, c'est une question qui est au cœur de ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire que la technologie peut permettre aujourd'hui de faire beaucoup plus, mais elle est limitée ou elle est contrôlée plutôt par les exigences de sécurité, par les exigences éthiques et par le fait qu'encore une fois, on peut aller loin en termes d'AI, mais si on perd la confiance de nos clients, on n'a plus de business et on n'a plus de clients.
Donc, il faut la technologie, elle est là, les ressources, elles sont là, la data, elle est là chez DocuSign, mais on ne va l'utiliser qu'avec l'autorisation de nos clients, à juste titre, pour aller les servir dans l'usage qu'ils peuvent avoir sur la création des contrats, sur la gestion de leurs contrats, sur la compréhension de ce qu'ils sont en train de signer. Asma, tu parlais de souveraineté européenne. ChatGPT, c'est quoi pour les entreprises en Europe? C'est génial ou c'est une catastrophe? A priori, c'est ni l'un ni l'autre. Tout va dépendre de l'usage et surtout tout va dépendre du cadre de référence qu'on va mettre autour. Et c'est très justement ce que tu disais à l'instant. C'est-à-dire que ChatGPT, ça peut être vraiment pour gagner du temps, pour être un outil d'aide à la décision, pour bouffer beaucoup de données, par exemple pour les avocats, la jurisprudence, etc. Ça peut être très très utile. Et en fait, dégager toutes les tâches un peu fastidieuses pour aller plus vite sur là où il y a de la réelle création de valeur ou sur vraiment les cas complexes, etc., pour faire aussi de la prédiction. Ça peut être hyper intéressant en fonction de la data que vous donnez à mouliner. Après, il y a deux problèmes. Ce sont des outils qui ne sont pas européens. Donc, en fait, la façon dont ils sont construits, le socle technologique, les conditions générales d'utilisation ne sont absolument pas du tout à notre main. Et se pose la question donc de la cybersécurité, voire de la cyberdéfense, parce que vous lâchez de l'information potentiellement. S'il n'y a pas une littératie, s'il n'y a pas une montée en compétences, s'il n'y a pas une formation à ces outils-là et à leurs risques, vous pouvez lâcher des informations hyper stratégiques. Et j'en veux pour preuve que c'est exactement ce qui s'est passé au début de ChatGPT. Toshiba qui avait utilisé l'outil pour, je ne sais plus faire quoi exactement. Et donc, en fait, ils ont lâché des codes hyper stratégiques. Et aujourd'hui, quand vous demandez à ChatGPT quelle est la stratégie de Toshiba à 5 ans, il vous sort toute la stratégie parce que ça a été lâché comme ça. Et donc, sans aucune garantie sur, en effet, les données. Donc ça, c'est hyper primordial. Et puis, vous avez entendu aussi beaucoup parler, sans doute, des grèves à Hollywood, des droits d'auteur, de l'incapacité à faire du rétro-engineering pour être capable, si vous voulez, de sourcer l'information, juste le sourcing, et derrière, potentiellement, de rétribuer les droits. Donc, il y a toutes ces questions qui se posent et qui sont aujourd'hui pas du tout encore balisées, avec la réponse des technologues américains et avec d'ailleurs la bénédiction de l'État américain, parce que ce sont des outils de projection de puissance américaine et d'hégémonie et de soft ou de smart power aussi. Et donc avec la réponse de dire nous on ne sait pas faire. Et si vous allez continuer à faire du patchwork réglementaire un peu partout dans le monde, c'est très simple, nous on se casse. On se retire du marché. Et c'est exactement ce qu'avait dit Altman à Breton. Et Breton lui avait sèchement répondu à l'époque sur Twitter en lui disant que s'il voulait partir, il n'avait qu'à partir. Donc, vous voyez, en fait, on a aujourd'hui des super technologues qui sont dans des bras de fer avec les régulateurs et qui sont aujourd'hui potentiellement capables de le gagner parce que nous, on n'est pas capable aujourd'hui d'aligner une alternative. Romaric, quand on est DSI d'Allianz, quand on a des tonnes de données super importantes, tu dors bien la nuit, ça va ? J'ai appris à être extrêmement humble, extrêmement humble, et je dors, mais d'un œil seulement. Ouais. Parce qu'en plus, dans une entreprise d'assurance, c'est clair que la logique de confiance et la logique de sécurité sont extrêmement importantes. Pourtant, je sais que je ne suis pas à l'abri. Je suis même certain en fait, de ne pas être à l'abri. Je suis même convaincu que j'aurai un problème. Tu ne seras jamais à l'abri. Et que je ne serai jamais à l'abri, en fait. Donc, on peut bâtir les murs les plus épais, les plus hauts, etc. Il y a toujours une faille, toujours un moyen de pénétrer. Et donc, du coup, on se prépare aussi, on se prépare beaucoup à... Évidemment, on fait tout ce qu'il faut pour se protéger. Ouais, les bonnes pratiques d'abord. Oui, alors je ne sais pas si c'est des bonnes pratiques, oui, mais en tout cas, on a, nous, fait le choix chez Allianz de mutualiser en fait, notre système de protection et notre système de défense donc, au niveau mondial et au niveau du groupe. Donc, on ne le traite plus comme une somme de sujets traités dans les X pays de l'univers Allianz, mais on le traite comme un tout au niveau mondial. Et on a déjà commencé par centraliser tous nos data centers pour ce qui reste au niveau physique, qui n'est pas dans le cloud. Et donc, on a des systèmes, des équipes qui sont globales et qui, du coup, nous apportent un niveau de surveillance et de sécurité qui est plus fort que si on le traitait individuellement, pays par pays. Alors après, on a intégré évidemment tout ce qui peut exister en termes d'authentification multifacteur, de tout ce qu'on veut pour essayer évidemment de se protéger et de faire en sorte que nos données soient, et les données de nos clients surtout, soient les plus protégées possibles. On développe énormément en termes de culture d'entreprise, de la sensibilisation au risque.
Alors vous allez me dire, pour un assureur, c'est logique en fait. Donc tous les collaborateurs, j'ai envie de dire que dans leur ADN, ils ont déjà cette sensibilité à l'ensemble des risques, puisque c'est fait partie de leur métier au quotidien. Le risque cyber, on l'a rajouté par-dessus les autres, en essayant aussi de ne pas en faire quelque chose d'anxiogène. Parce qu'on leur a déjà supprimé tout ce qui était port USB, on interdit les accès aux messageries privées de type Gmail, etc. Donc ils sont vraiment déjà dans un univers qui est assez cloisonné. Au-delà de ça, on développe des méthodologies de sécurité by design dans tous les projets qu'on peut mener pour que du coup il y ait un regard et un retour qui soit fait évidemment sur ces aspects de sécurité dès le démarrage de l'ensemble des projets qu'on peut mener. Il y a un certain nombre de mesures que j'imagine toutes les entreprises font, en tout cas ça fait partie des bonnes pratiques, des exercices de crise, des répétitions, des tests, des exercices de phishing évidemment, de la formation, de la sensibilisation sur site, etc., pour que ça rentre dans le quotidien des collaborateurs. Mais comme tout changement culturel, c'est long, ça prend énormément de temps, ça progresse gentiment, et donc on sait, et il y a des études récentes qui l'ont montré, enfin je crois que c'est une étude Verizon qui disait 80% des attaques cyber, elles avaient eu un facteur humain en fait comme en responsabilité. Donc finalement c'est au travers de l'homme que passe la sécurisation et la vigilance, évidemment en ayant mis l'intégralité des moyens techniques et technologiques qui sont à notre disposition pour protéger évidemment les données de nos clients. Asma, tu en penses quoi là? Donc là, Allianz, groupe allemand, DocuSign, entreprise américaine. Les pays ont des degrés de maturité différents face à ces problématiques de cybersécurité. Il y en a qui sont plus en avance que d'autres. En France, on n'est pas du tout mauvais. Alors, je peux vraiment critiquer toute notre stratégie techno-industrielle pendant très longtemps. Mais sur la question cyber, non, l'ANSSI a fait un travail assez extraordinaire. Alors, côté, si vous voulez, civil, entreprise, maillage, modèle, gouvernance. Rapidement, l'ANSSI, la problématique qu'a eu l'ANSSI, c'était pas de répondre à la question si, mais quand. Quand va avoir lieu la prochaine grosse attaque. Et donc, toutes les vagues dernières là, des cyberattaques sur les hôpitaux, les mairies, etc., ont eu un intérêt, c'est de sensibiliser énormément et massivement le grand public. Et je dois dire que Guillaume Poupard, qui était encore en poste, avait fait un travail de médiatisation et de compréhension de ces enjeux qui était hyper salutaire. N'empêche qu'il y a un problème, c'est que l'ANSSI, aujourd'hui, ils sont quoi, une cinquantaine, je crois, dans la cellule de crise, il me semble, mais il faudrait vraiment rechecker les chiffres. Toujours est-il qu'il n'y a pas une capacité humaine, et dans aucun pays, elle n'existerait de toute façon, à faire face à l'ensemble des attaques permanentes, tous les jours, toutes les minutes, je crois. C'est non-stop, en fait, que les systèmes se font attaquer. Et du coup, le modèle de gouvernance français, qui n'est pas du tout bizarrement le modèle de gouvernance anglo-saxon, c'est-à-dire UK, États-Unis, qui ont un modèle beaucoup plus centralisé sur la question cyber, nous, on a fait le choix de décentraliser, et je trouve que l'idée est assez maligne. C'est-à-dire que de se dire, plutôt qu'on va centraliser en propre en n'ayant pas les ressources humaines pour le faire, donc pour tout centraliser, notamment les attaques les plus, à part les attaques les plus critiques, eh ben, on va décentraliser vers des tiers de confiance, donc des boîtes avec lesquelles on va pouvoir bosser, les Thales, etc., et d'autres, pour en fait quadriller le terrain, faire un maillage très proche des entreprises, parce que la majorité des boîtes en France, c'est pas du CAC 40, c'est des TPE, PME qui n'ont pas forcément en propre ces compétences-là. Et donc, en fait, on va, si vous voulez, disséminer la compétence, sensibiliser au maximum et mailler le terrain comme ça. Et c'est assez malin, et je crois que la stratégie est plutôt bonne. Ça prend du temps, évidemment, mais c'est la meilleure façon de faire, avec aussi beaucoup de partenariats à l'étranger. Donc, il y a beaucoup de discussions sur les normes, les standards, etc. Donc, de ce point de vue-là, on n'est pas du tout à la traîne. Et même en termes de compétences, quand on regarde versus le UK, il n'y a pas du tout à rougir, alors que les modèles de gouvernance n'ont vraiment rien à voir. Donc en fait, j'ai presque envie de vous dire, peu importe le chemin qu'on a choisi, à la fin des fins, on n'est pas moins fragile ou plus vulnérable. Et puis côté cyberdéfense, cette fois-ci, c'est-à-dire du côté militaire, ce qu'on fait aussi bien du côté renseignement que du ministère des Armées, on est pas mal aussi avec toujours une stratégie de décentralisation qui est pas bête, avec le risque qu'on a toujours en France, beaucoup de bureaucratie, mais donc on peut avoir des overlaps entre les administrations, mais ça c'est plutôt côté cyberdéfense. Mais côté ANSSI, je trouve que non, on fait plutôt du super bon job en vrai, avec les moyens qu'on a. Romaric, cette logique de sécurité numérique, elle est globale avec le groupe Allianz, donc c'est centralisé en Allemagne, c'est chaque pays qui
Comment vous interagissez entre vous? Alors nous aussi, on a cette logique de réseau. Donc on a un centre de contrôle et de commande, j'ai envie de dire, qui n'est pas en Allemagne, qui aujourd'hui est en Inde, pour gérer du coup l'intégralité du système d'alerting et de prévention du monde entier d'Allianz. Et ensuite, il y a des correspondants dans chacun des pays. Donc on a à la fois du local pour être au plus proche des utilisateurs, au plus proche des systèmes en tant que tels, et puis on a cette logique centralisée pour l'ensemble du groupe. Ta vision de l'IA versus sécurité, comment tu vois les choses? C'est intéressant. Enfin, j'étais très intéressé par ce que tu disais. Non, elle est bien, elle est pas mal. Ouais. Elle est bien, oui, elle est très très bien, vraiment, bravo. Non, mais en fait, je trouve qu'on est on joue un peu aux apprentis sorciers aujourd'hui, en fait, avec ces sujets-là. Hein. Et quand on voit les phénomènes de mode autour de ChatGPT, etc., et on a tout de suite envie d'industrialiser, on met ça dans nos process et autres. Alors nous, on a en plus, comme on fait très attention à beaucoup de choses, on avait créé un comité d'éthique autour de l'intelligence artificielle et de la data au sein d'Allianz pour éviter les logiques de biais. Puis alors du jour au lendemain, on se dit ah bah tiens, il y a OpenAI, il y a Lego, j'utilise mon truc. Puis alors là, les biais, on oublie quoi. Donc je trouve qu'il faut là aussi être extrêmement humble, je trouve, en tout cas dans la période là actuelle, autour de ces sujets d'intelligence artificielle, même si on les utilise et on essaye de maximiser leur usage et la valeur qu'on en tire, y compris dans l'univers de la cybersécurité. Bien sûr, au départ, nous, on a surtout commencé les usages IA pour le métier. Hein, donc, c'était vraiment ça la clé. Donc, tout ce qui était un peu sympa, on identifiait si on allait assurer dans l'immeuble qu'on assurait s'il y avait un kebab ou une pizzeria en bas, parce que du coup, c'était pas les mêmes tarifs. Voilà, c'est vraiment génial. Qui paye le plus cher, le kebab ou la pizzeria? Non, mais je peux pas vous dire, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des kebabs ou des pizzerias là, donc je dis pas. Je ne peux pas dévoiler les secrets de tarification, c'est pas possible. Mais en tout cas, allez plutôt sur un glacier, si je peux me permettre. Voilà. Et donc, par contre, on a développé les usages de l'IA, aussi dans l'univers de la cybersécurité. Pour les logiques de détection en particulier, parce qu'évidemment, quand on a... Alors, je peux donner un exemple, parce que ce n'est pas ultra sensible et confidentiel, exactement. Mais par exemple, dans la détection des bots, parce qu'on est attaqué en fait, régulièrement sur nos sites pour avoir... parce qu'il y a de la concurrence française ou internationale qui cherche à reconstituer nos tarifs, la manière dont on tarifie, par des appels incessants et multiples via des bots, et du coup, par tout un tas de critères, etc., ils finissent par reconstituer en fait, ce qui est notre cœur de métier, c'est-à-dire la manière dont on tarifie nos produits d'assurance. Donc on a développé, en utilisant l'intelligence artificielle, des outils qui permettent d'identifier en fait, ces bots-là, et parce que du coup, la vitesse d'interrogation, parce que la manière dont ils interagissent avec nos systèmes et avec nos sites internet, elle n'est pas humaine. Donc on finit par reconnaître, via des algorithmes apprenants, à reconnaître des patterns, et donc du coup à pouvoir bloquer l'accès de nos sites à ce type de bots. Maintenant, il ne faut pas non plus être naïf, parce que les intelligences artificielles, et on le voit de plus en plus, se font elles-mêmes attaquer. Et on peut faire de l'empoisonnement des modèles de données, on peut voler même les modèles et faire du reverse, entraîner le modèle contre l'intelligence artificielle qu'on vient de hacker. Donc il faut aussi être conscient qu'utiliser ces mécanismes d'intelligence artificielle crée des nouvelles zones de faiblesse et de fragilité. Donc il faut être, de mon point de vue, extrêmement prudent, même si, encore une fois, nous, on les utilise à plein. Merci pour cette excellente nouvelle, mon cher Romaric. Frédéric, comment tu réagis, toi, vis-à-vis de l'IA? Je trouve que c'est très intéressant ce qui vient d'être dit, parce que l'IA, c'est à la fois le problème et la solution, en définitive. Enfin, ça peut être un problème, ça peut apporter des solutions. Il va falloir de l'IA pour pouvoir juguler les failles de sécurité générées par des IA, etc., etc., etc. Donc, de toute façon, on peut prendre les choses comme on veut. Il faut comprendre, il faut s'approprier ces technologies. Et le point de souveraineté qu'on pouvait imaginer derrière, il est crucial. Alors c'est vrai qu'en France, on a cette culture d'avoir la culture mathématique et d'avoir, voilà, de se targuer d'avoir de très bons niveaux en mathématiques, de très bonnes écoles, même si a priori
Ouais, ça va pas en s'améliorant. Ouais. Mais en tout état de cause, on a cet état d'esprit et je pense que le pays veut aussi capitaliser là-dessus et c'est sur sa culture d'ingénieur pour pousser les startups, pour pousser le développement, pour pousser dans les entreprises. Et moi, je vois très bien, encore une fois, tu le disais, on est, nous, tiers de confiance. On a énormément de points de contrôle qui sont mis en place par l'ANSSI et il y a une communauté qui existe. C'est-à-dire que quand on discute avec de grandes compagnies d'assurance en France ou de grandes banques en France ou des représentants du secteur public ou de grandes industries, ils ont les mêmes préoccupations, ils ont les mêmes contraintes, ils ont les mêmes soucis normatifs et ils savent que quelque part, ils sont eux aussi potentiellement une faille pour non seulement leur entreprise, mais derrière leur entreprise, les citoyens français qui sont consommateurs d'énergie, qui sont consommateurs d'essence, qui sont consommateurs d'assurance, etc., etc. Donc il y a une communauté qui se crée. Et moi, je dirais qu'on a vraiment intérêt à regarder l'intelligence artificielle, le verre à moitié plein, c'est-à-dire positivement. C'est la bonne formule ici. Hein. Oui. Comme je sais que ça tient à cœur, ça met en appétit pour la suite, comme une opportunité. Alors une opportunité qui nécessite évidemment tous les points de contrôle qu'on a évoqués, mais une vraie opportunité. Nous, quand je regarde le domaine dans lequel on travaille, c'est-à-dire celui des accords, des contrats, de l'identité, c'est vrai que c'est une opportunité incroyable de mettre en relation des sources de données qui n'auraient jamais pu se parler auparavant, de comprendre des logiques d'accords qui sont peut-être incompréhensibles quand on regarde juste ce qu'on est en train de signer ou ce qu'on cherche à obtenir. Et pour les grandes entreprises, de comprendre la corrélation qu'il peut y avoir entre leurs accords avec leurs fournisseurs, leurs accords avec leurs employés, leurs accords transfrontaliers, leurs accords avec leurs clients, etc. etc. Il y a un potentiel qui est immense, mais qui nécessite encore une fois d'être exercé avec, chevillé au corps, cette notion de sécurité, cette notion de confiance, sans laquelle, encore une fois, rien n'est possible. N'est-ce pas ? J'ai envie d'ajouter quelque chose qui me taraude l'esprit. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Et comme on est entre nous, vraiment, je me sens libre. Lâche-toi. Alors, sur la question de c'est bien, c'est mal, on n'y va pas. J'ai deux remarques. La première, c'est que quand vous parlez à des patrons, il y a une vraie question d'arbitrage. C'est-à-dire, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas sur ChatGPT, par exemple, ou sur les IA génératives, mais qui ne sont pas en propre, sur lesquelles vous achetez un abonnement, une licence, peu importe. Et la question est la suivante, c'est qu'à un moment donné, c'était posé la question sur des boîtes du CAC 40 de se dire, est-ce qu'on ne va pas se mettre ensemble, mutualiser pour nos données, nos modèles, etc. Parce que tout seul, on ne va pas y arriver, ça coûte une blinde, on n'a pas assez de data pour alimenter, et donc ça ne va servir à rien. ChatGPT, le niveau de sécurité est tellement délétère et faible en réalité, parce que absolument pas abordé, que c'est pas non plus la solution. Donc, est-ce qu'on se mettrait pas ensemble ? Et par un rapide calcul coût-bénéfice, ils sont assez vite arrivés à la conclusion que ça valait pas le coup, en fait. C'est que le gain de productivité versus tout ce que ça allait coûter en dev, de se mettre ensemble en plus, de construire une filière pratiquement, ça ne valait pas le coup. Et vous avez plein de boîtes aujourd'hui qui l'interdisent purement et simplement ou permettent certains usages, mais sur des datas absolument pas du tout sensibles, après accord du legal, enfin, ouais, donc avec des chemins pas possibles. Sachant que de toute façon, vos collaborateurs, ils ont toujours ça quelque part sur le PC ou le téléphone, et que s'ils veulent le faire, ils le feront. Bon. Ça, c'est ma première remarque. Et la deuxième, qui est beaucoup plus existentielle, mais parce que je me pose plein de questions existentielles en ce moment, c'est... alors, on va dire, il va falloir former les gens et faire du reskilling, upskilling, vous connaissez tous ces termes-là, donc il va falloir former tous les collaborateurs à ces nouveaux outils. Oui, c'est sûr, évidemment. Et puis après, l'école aussi, elle va devoir former tous ces gens-là, et puis parce qu'on est très très bon en maths, parce que la France, c'est le champion du monde des médailles Fields. Tout ça est très vrai. Mais... la question moi, que je me pose, c'est que en fait, ce sont des technologies pas du tout numériques, ce sont des technologies moi, que j'appelle de l'hypervitesse. L'IA a un objectif, dépasser la cognition humaine, quoi qu'on en dise, aller très vite, c'est-à-dire brasser une telle information donnée que nos cerveaux ne sont plus du tout aujourd'hui aptes à le faire. On ne peut plus aujourd'hui capter toutes ces informations-là, c'est impossible. Le dernier exemple en date, il est très simple, c'est en Israël. On ne peut plus aujourd'hui traiter simplement humainement ce niveau d'information-là. Donc ce sont des technologies qui ont pour but en fait d'aller très très vite, beaucoup plus vite que nous. Donc il y a la question de notre rôle à nous avec ces outils-là, donc le rôle de l'homme avec un grand H, mais surtout, moi j'en arrive à ma chute
et qui est vraiment une chute sans aucune conviction, c'est que j'ai peur en fait que ça crée une fracture biologique. Parce qu'on n'est pas tous aussi intelligents en vrai les uns que les autres. Alors je sais que c'est pas tabou, ou tabou de le dire et que c'est peut-être pas du tout politiquement correct de le dire, mais tous, toutes, on n'aura pas les moyens cognitifs, je dis pas d'école, d'éducation, de machin, d'essayer de rattraper le truc, tous nous n'aurons pas du tout les mêmes armes biologiques pour contrer ça. Et je ne sais pas quelle est la réponse politique à ça, parce qu'on n'en a pas. Et moi, je le vois avec mes étudiants. C'est-à-dire que moi, pour moi, ChatGPT, potentiellement, c'est génial. Et j'ai des étudiants, mais qui se galèrent réellement. Et donc, il n'y a pas de réponse à ça. J'ai peur que ça, en fait, crée une fracture qui n'est pas du tout de l'ordre de la techno-industrie ou de je ne sais quoi, et qui est juste humaine. Romaric, quand on est attaqué, quand on demande une rançon, il faut payer ou pas? Oui, la transition est raide, mais tu veux que je réponde en tant qu'assureur ou en tant que DSI? En tant qu'homme. En tant qu'homme, avec un grand H. Ah oui, avec un grand cerveau, avec un grand H. Oui. C'est compliqué, c'est compliqué. Faut quand même se dire qu'il y a une PME sur deux qui fait faillite 18 mois après une cyberattaque. C'était dans les derniers rapports d'IBM là, sur le sujet. Une PME sur deux. Donc, moi, je me mets à la place en fait, d'un chef d'entreprise de PME qui s'est fait attaquer avec une rançon, qui a tout son business en fait, qui est bloqué, etc. Je comprends qu'il puisse payer. Maintenant, si on réfléchit en fait, au modèle, évidemment que si tout le monde se met à payer, ça entretient, enfin je connais tous les débats en fait, qui ont lieu sur le sujet, ça entretient, en fait, ça pousse à la criminalité, etc. Maintenant, voilà, je pense que la réponse pour une entreprise, une entreprise internationale de la taille d'Alliance et pour une PME locale n'est pas du tout la même. Frédéric? Mais du coup, vous payez? Mais on ne se fait pas attaquer. Ah non, mais il y a un devoir de réserve à ce pas. On ne se fait pas attaquer. Donc, ça peut l'intéresser en à tout ce cas, on pas. résiste. Frédéric, tu en penses quoi? Faut payer, faut pas payer? Moi, je disais qu'il y a un ransomware toutes les 11 secondes aujourd'hui dans le monde. Donc moi, je rejoins exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que on a tous des exemples dans nos vies perso, dans nos vies professionnelles, bien évidemment, de boîtes qui étaient des PME qui étaient tellement coincées qu'elles ont payé parce que le rapport entre ce qu'il fallait payer et puis ce que ça débloquait en termes de survie du business était tel. Après, évidemment, la question, c'est de dire bon, on paye une fois, qu'est-ce qui nous garantit? Enfin, je veux dire, il n'y a aucune garantie. Hein. Asma, qu'est-ce que tu en penses? Payer, pas payer? Ouais. Moi, je vais avoir une vision très système et très étatique. Et la consigne aujourd'hui, c'est de ne pas payer pour ne pas faire de précédent. Parce que sinon, à ce moment-là, tout le monde est otage. Tout le monde, c'est assez symétrique de la vraie vie, en vrai. Les prises d'otages dans la vraie vie, on ne paye pas. Enfin, on paye pas. Non, on paye pas du tout. On parle vrai ou on parle pas vrai ici, là, Asma? Parce que si le monde des bisounours n'existe pas, hein, même à Columbia, à Polytechnique. Mais c'est ce que je vous dis. Donc moi, je peux avoir qu'une vision très systémique et très lointaine. Oui. Je n'ai pas du tout une vision business pour le coup. ChatGPT, c'est quoi? C'est un méga modèle qui a brassé toutes les datas qui étaient disponibles à peu près partout sur Internet, d'accord? Et puis la version gratos, elle court jusqu'à 2021, je crois. Sur Internet, tout n'est pas vérité, tout n'est pas connaissance, tout n'est pas savoir, on est bien d'accord. Donc en fait, ça va refléter de façon beaucoup plus articulée et intelligente une version plus d'un super moteur de recherche dans les usages que vous évoquez, hein. Mais gardez toujours ce pas de côté, cette vigilance de ce qui est remonté, double croisé, revérifier, ne pas prendre pour acquis du tout ce qui remonte. Non, ça c'est hyper primordial. Alors eux, quand les concepteurs, dans la façon dont ils construisent aujourd'hui, sont de plus en plus vigilants à ça, c'est-à-dire à la fiabilité de l'information. Mais en aucun cas, aujourd'hui, ChatGPT, c'est 100% de fiabilité. C'est même plutôt autour de 64% de taux de fiabilité des réponses. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, il n'y a pas moyen de tracer comme ça à l'œil. Donc il y a toujours cette histoire, j'y reviens un peu de façon obsessionnelle, mais ce nouvel âge de la symbiose. Et donc il va falloir qu'on s'arme cognitivement. Et je parle bien d'armement cognitif, donc à la guerre comme à la guerre. Et ensuite, troisième élément de réponse, c'est ce que toi tu évoquais un tout petit peu tout à l'heure. Il y a en fait
sur Quora, qui est une espèce de forum, il y a eu un talk sur la façon dont vous pourriez faire fondre un œuf ou je sais plus quoi. Bref, un truc un peu bête et méchant, qui a été récupéré en fait, du coup sur les moteurs de recherche, qui s'est retrouvé dans ChatGPT. Donc quand vous demandez à ChatGPT comment vous faites fondre un œuf, vous avez tout un truc mais complètement à côté de la plaque. Et juste avec 3 secondes de bon sens, vous vous rendez compte que ça ne va pas. Le problème, c'est que les IA génératives et les moteurs de recherche par capillarité s'auto-nourrissent. Et au fur et à mesure, vous pouvez avoir, en fait, par viralisation, une propagation de trucs faux, volontaires ou involontaires, que ce soit malveillant ou pas, autour de tous ces outils-là, donc moteurs de recherche, plus les IA et tout l'écosystème des IA génératives autour. Donc il faut faire vraiment, vraiment gaffe à ça. L'enjeu, il y a 3 niveaux principaux. Le premier niveau, quand on parle de stratégie de développement pour DocuSign, c'est vraiment d'établir notre marque et la confiance de notre marque partout dans le monde. Aujourd'hui, on est très très connu aux États-Unis, on est très dominant, on est très connu dans les grands pays européens, mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup de marchés à l'international à aller conquérir. Et beaucoup de transformations à faire. La deuxième chose, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est d'être capable de gérer non seulement évidemment cette cérémonie de signature virtuelle et digitale désormais, mais bien évidemment la création, la gestion et la compréhension des contrats. Et tout ça à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle, hein. Ouais. On y revient, pour pouvoir vraiment aider les gens à comprendre ce qui est dans les contrats. Là récemment, on a fait une étude en Europe, hein, auprès à peu près 1 millier de cadres dirigeants de grandes entreprises françaises, anglaises et allemandes. Et la moyenne, les gens estiment qu'ils passent 12 heures par semaine à faire des tâches répétitives et sans intérêt, et administratives. Donc si DocuSign et d'autres dans cet écosystème arrivent à ramener ces 12 heures à quelques minutes, par le biais des outils, par le biais de la digitalisation, par le biais de l'intelligence artificielle, c'est un gain énorme de productivité. Et dans ce Digital Maturity Report, c'est comme ça que ça s'appelle, désolé, il est dit aussi qu'il y a à peu près un tiers aujourd'hui des employés de ces entreprises qui sont prêtes à quitter leur boîte parce que les boîtes ne sont pas assez digitalisées, ne sont pas assez matures en matière d'informatique et de numérique. Un tiers. Romaric, qu'est-ce que tu en penses ? Tu passes, toi, 12 heures par semaine à faire des trucs débiles ? J'étais en train de compter, en fait, pendant qu'il le disait. J'en étais à 2 heures, 3 heures. Oui, il y a des trucs qui pourraient être, je sais pas, des validations de factures, de notes de frais, de trucs de machin. Je sais pas si c'est débile, mais c'est administratif, en tout cas. Ouais. Donc oui, effectivement, il y a des... Ça fait partie des sujets qu'on cherche aussi à développer, mais y compris pour nos gestionnaires. C'est-à-dire que du coup, quand on veut automatiser en fait les processus, par exemple, de gestion des sinistres auto, etc., de la déclaration du sinistre jusqu'au routage vers un garage agréé, etc., on développe de l'intelligence artificielle pour minimiser l'action humaine et le temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. On préfère se concentrer, par exemple, sur des sinistres qui touchent du corporel, donc quand il y a eu des accidents un peu graves, que du bris de glace ou de la tôle froissée, en fait. Donc, du coup, on cherche à développer vraiment les outils les plus fluides possibles et les plus directs possibles avec de l'intelligence artificielle pour accélérer la prise en charge des sinistres les plus simples, et puis garder nos gestionnaires pour traiter ce qui est plus compliqué, ce qui nécessite aussi une dimension humaine, pour le coup, que les outils n'ont pas. De toute façon, le digital a chamboulé ton métier. Hein. C'est la bonne agence de quartier et l'Alliance, c'est fini tout ça, non ? Oui et non, en fait. Hein. Oui et non, parce qu'on se rend compte que ce qui fonctionne, alors on ne l'a pas inventé nous, mais la grande distribution et même le retail l'a vu il y a un moment, que les logiques digitales sont celles qui marchent le mieux. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'affaires qui démarrent sur Internet, mais très vite, nos clients ont besoin d'être accrochés à un agent, que ce soit au téléphone ou en physique. Et donc finalement, nos agences sont devenues le creuset, toutes ces leads qui arrivent de droite et de gauche. Et même si on a 15 ou 20% des affaires nouvelles qui viennent du digital, on continue à miser sur nos réseaux physiques, que ce soit réseaux salariés ou agents généraux. Ça va.
Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'il y a un truc, on est submergé de paquets réglementaires, DSA, DMA, AI Act, les Cyber Security Act. Enfin, il y en a, mais on en a, mais des tonnes. On a des tonnes de normes qu'il va falloir d'ailleurs, il va falloir qu'on s'assure qu'elles s'articulent bien d'ailleurs entre elles. Hein. Ils ont le point, mais enfin, il va falloir le voir quand même. Donc, en fait, la grande force européenne, c'est sa passion normative. Et le problème, c'est pas tant qu'elle l'est, parce que quand on n'a pas de souveraineté technologique, c'est-à-dire quand vous n'avez pas en propre cette techno-là, bah, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un peu malin? Ce qu'est l'Europe et ce qu'est Thierry Breton, très malin, c'est qu'en fait, tu territorialises, tu fais en sorte que les boîtes extra-communautaires respectent tes règles du jeu quand elles sont chez toi. Et c'est bien le minimum. Et ça, c'est l'objectif de la règle de droit et donc de la norme à échelle européenne. Et soit. Le problème, c'est que il nous manque la partie proactive, industrielle. Ça, c'est ce que je disais. Donc, nous, on passe notre temps à saupoudrer France 2030, France machin, etc. Et tu ne sais pas exactement où ça va, par quel fléchage. Enfin, on a beaucoup, beaucoup de trous dans la raquette avec un système national d'innovation qui est très illisible. Et ça, c'est un vrai sujet et que personne n'a envie de prendre dans aucun ministère. Et c'est affolant. Et après, la deuxième question, pour revenir quand même sur la question de la norme, c'est qu'on aurait pu faire de la norme, mais en soft. Le problème, c'est que notre appréhension du droit est verticale et coercitif. Donc par l'amende, par l'enquête, par l'investigation, par ne pas faire, plutôt que... Et ce qui est à l'inverse de ce que font les États-Unis, et pour cause, ce que j'expliquais tout à l'heure, projection de puissance. Donc en fait, le maximum qu'ils ont fait quand ChatGPT est sorti, et qu'il y a eu tout ce bazar avec le moratoire, etc., c'est qu'ils ont tous convoqué un après-midi du mois de mai à la Maison-Blanche, Kamala Harris, VP, vice-présidente. Ils ont pris le thé vraiment, et on leur a dit, écoutez, c'est très simple, on ne va pas tellement vous brider, mais les gars, faites gaffe, security by design. La sécurité, si vous voulez, parce que la confiance. La confiance est fondamentale parce que c'est ce qui permet l'usage. Et donc derrière, les modèles économiques, le développement, etc. Bon. Et ça s'est arrêté là, en gros. Hein. Et c'est allé tellement loin que c'est eux-mêmes qui se sont mis ensemble au mois de juillet dernier pour dire on va peut-être se parler entre nous pour essayer de trouver une forme de gouvernance entre, disons, technologues, les super technologues de l'IA de la Silicon Valley. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la norme, c'est pas simplement de la norme si on est un peu intelligent. Et c'est là où l'Europe est en train de complètement rater le tournant, y compris normatif, c'est que nous, on a un vrai sujet de souveraineté. Donc, top-down, et puis on va essayer de faire respecter la loi. Sans la faire rayonner, contrairement à ce qu'on pense et contrairement au narratif qu'on a sur le Brussels Effect et je ne sais quoi. En vérité, on ne rayonne absolument pas du tout vers l'étranger, vers aucun étranger d'ailleurs. C'est juste un truc un peu défensif. Et donc, eux se sont dit, en revanche, on va donc se mettre entre nous pour décider des standards et des normes, parce que ceci, en fait, encapsule quoi ? Nos valeurs, donc nos technologies, donc nos usages. Et c'est là où, en fait, on est même, avec la question de la norme, en train de passer un peu à côté. Et puis après, c'est Emmanuel Macron qui disait, très bizarrement d'ailleurs, en contredisant Breton, mais à quelques jours près, que trop de normes devient un peu étouffant pour l'innovation aussi. Donc il va falloir qu'on trouve, on n'arrive pas à trouver cet équilibre-là. On réagit quand même, Frédéric ? Il y a trop de normes, c'est facile de dire oui. Hein. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la norme qui va être la réponse aux enjeux qui sont en face de nous. Tu viens de le dire, et je pense que c'est une réponse politique, je pense que c'est une posture, histoire de dire qu'on fait quelque chose. Enfin, on a vu l'Italie bannir ChatGPT, pour le remettre derrière. Moi, j'étais à Rome la semaine dernière, il y avait des très grandes entreprises de secteurs très protégés, très critiques pour l'industrie italienne. Bon, ils étaient tous demandeurs de savoir ce qu'on faisait en intelligence artificielle pour les aider à générer leurs contrats. Il est hors de question pour les grands énergéticiens ou industriels italiens d'être à la remorque de ce que font les Français, les Espagnols, les Allemands, bien évidemment. Donc, je pense qu'il ne faut pas se battre contre les chimères. Après, il y a des avancées réglementaires et peut-être en contradiction avec un peu avec ce que tu viens de dire, qui portent à l'étranger. Comme moi, je regarde la Californie qui commence à regarder le RGPD en disant « Et si on faisait quelque chose comme ça ?» Non. Et pourquoi non ? Parce que le RGPD, quand on sort un tout petit... Alors toi, tu sors. Mais quand on sort un tout petit peu d'Europe, et donc de cette immersion
immersion, c'est de la propagande qu'on fait de récits. En fait, on se rend compte que où est-ce que tu as le RGPD? Enfin, le RGPD, il date de quand? La Californie, elle commence peut-être à se dire peut-être, le Japon de très très loin, et l'Inde pour tout un tas d'autres raisons et d'intentions politiques qui sont davantage de l'ordre du flicage de leur population. Et pour développer ces méga bases de données sur leurs citoyens. Bon, donc à part ces pays-là, et qui ne l'ont pas de toute façon dupliqué, en fait, quand on regarde le RGPD, la réputation globale, et en particulier aux États-Unis, parce qu'en fait, quand je parle de rayonnement, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue transatlantique. C'est là où ça se joue, c'est là notre enjeu, nous. Quand on parle aux Américains, en vérité, ils te disent c'est une usine à gaz incompréhensible, pas possible, et surtout avec des temps de latence, tout est centralisé en Irlande. Et donc, en fait, entre le moment où tu as le problème et le moment où tu as résolution, il s'est allé, dans le meilleur des cas, passer 5 ans. Vous vous rendez compte, 5 ans, à l'échelle technologique, ce que ça représente? On n'a aucune agilité par rapport à ça. Et là où c'est vrai, c'est que, fort de ce constat, le RGPD, pour le AI Act, pour le DSA, etc., on a décidé, donc la Commission a parfaitement conscience de ce problème d'agilité, disons, normative et de gouvernance, et donc a décidé de tout centraliser à Bruxelles, donc dans les équipes de Breton au sein de la Commission. On verra ce que ça donne. C'est pas encore en action, mais dont acte. C'est-à-dire qu'ils ont acté le fait que le RGPD, d'un point de vue pratique, c'était une usine à gaz impossible. Romaric, qu'est-ce que tu en penses? Il y a quelques-uns de tes petits collègues, notamment des mutualistes, qui ont été condamnés à plusieurs millions d'euros pour non-respect. Quand on est dans l'assurance, il y a aussi des règles, il y a des données, il y a des... Donc c'est quoi? On est très soumis à tout un tas de... Enfin, on est une profession qui est très réglementée, en fait. Donc c'est une partie de notre quotidien, et du mien d'ailleurs, de faire en sorte de respecter toutes ces réglementations. Après, il y a deux façons de le voir, en fait. Soit on coche les cases, et donc on peut y passer des millions et des millions. Soit on essaye de le faire un peu intelligemment par rapport à la finalité, en fait, de cette réglementation, de ce pourquoi elle a été faite, et puis essayer de trouver les chemins qui permettent quand même de garder cette part d'innovation à laquelle tu faisais référence tout à l'heure. Parce qu'on peut être très vite étouffé, en fait, par le phénomène réglementaire. Donc, en même temps, je ne vois pas quelle autre réponse pourrait avoir, que ce soit l'Europe ou les gouvernements des différents pays. C'est-à-dire que est-ce qu'elles sont utiles, toutes ces normes, franchement? Est-ce qu'elles sont utiles? Oui, elles sont utiles quand on a des réglementations, par exemple, sur les bénéficiaires effectifs de contrats d'assurance vie, et qu'on a des moments où on ne savait plus à qui l'argent devait revenir, et que ça revenait, on sait pas. Enfin voilà, c'était centralisé derrière. Oui, on se dit que c'est nécessaire, en fait, ouais. Et que ça sert à quelque chose. Voilà, parce que du coup, ça a quand même mobilisé la profession dans l'identification et la recherche des bénéficiaires systématiques, etc. Donc oui, certaines, oui, ça a des bénéfices. Après, on verra ce que ça donne effectivement sur le IA Act et compagnie, comment on va devoir l'intégrer. Tu as combien de données sur Allianz France? Ça représente combien d'infos là? Ça doit être colossal, non? Non, oui, c'est colossal. Je ne sais pas. Sincèrement, on va appeler le DSI. Oui, on demandait plutôt... Tu voulais réagir au propos de Romaric? Répondre à ta question, mais en fait, il a raison, Romaric. Quand vous regardez un peu le AI Act, alors, pardon, je ne vais pas du tout avoir une approche business, mais davantage politique. Quand vous regardez un peu les usages, en revanche, qui vont être interdits. Alors, modulo toutes les petites exceptions en police 5 en bas de page. Il y en a. Mais il y en a un paquet. Mais c'est hyper intéressant de voir qu'en Europe, pour le coup, là, il y a peut-être quelque chose à jouer, en effet. On interdit toutes les questions de biométrie, de reconnaissance faciale, de police prédictive, avec tous les biais et les discriminations énormes aujourd'hui sur lesquels on commence à avoir des rétextes. Donc il y a quand même une réflexion, disons, sur trouver l'équilibre entre notre acception de l'état de droit, notre modèle politique qui reste une démocratie libérale au sens des libertés politiques, le droit de penser, le droit de manifester, le droit de se mouvoir, tous ces droits-là, qui sont des droits fondamentaux et qui sont aujourd'hui menacés par ces technologies invasives, duales, omni-usage, etc. Bon. Donc de ce point de vue-là, c'est-à-dire d'un point de vue, si vous voulez, de la théorie politique ou de la philosophie politique, le texte est intéressant. En application, avec et puis trouver le consensus sur 27 pays, avec 27 acceptions de la démocratie et de la liberté radicalement différentes. J'attends de voir la version finale du texte. Mais d'un point de vue, si vous voulez, de la pensée, sur cette question-là des usages à très haut risque, mais risque politique,
je trouve que c'est intéressant de ce point de vue-là. Non, moi je ne l'ai pas trouvé anxiogène. Souvent, on me fait ce retour-là. Il ne faut pas confondre réalisme des risques, conscience de ce qui est en train de se jouer, c'est-à-dire ne pas être naïf, et pessimisme. Ce n'est pas du tout la même chose. Être conscient, c'est-à-dire poser les vrais bons diagnostics, permet derrière de prendre les vraies bonnes décisions. Ce à quoi je vous répondrai donc, la question n'est pas d'aller vers l'IA ou pas, vous serez obligé d'y aller, c'est d'y aller intelligemment, c'est-à-dire en conscience. C'est-à-dire où est-ce que vous mettez les usages, où est-ce que vous les arrêtez, quelles limitations, quel coût. Dans votre cas, qui est un cas business, c'est une appréhension, si vous voulez, c'est un arbitrage, coût-bénéfice. Donc en fait, vous prenez votre feuille et votre stylo et vous calculez. C'est aussi tu vois, Fabien, hein non, mais alors, parce que c'est exactement. J'en pose des questions, ce garçon. Mais oui, parce que c'est exactement ce que font ces patrons que je vous évoquais tout à l'heure et qui se sont vraiment fait ce calcul sur un coin de table en disant, mais en fait, ChatGPT à date, sur les usages pour nos business, pour l'instant, ça ne vaut pas le coup. Est-ce que ça veut dire qu'on n'ira jamais sur l'IA? Non, il y a de l'IA partout dans ces boîtes-là. Simplement, pas là. C'est-à-dire, il faut absolument prendre du recul et démystifier les effets de mode. Vous n'allez pas faire du business sur des effets de mode. Vous allez faire du business parce que vous allez avoir une vision de long terme sur votre business. Et c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant. Romaric, un commentaire avant la synthèse et la conclusion de Frédéric? Non, je suis complètement en phase avec ce que tu viens de dire. Je pense que la question est effectivement pas de savoir si on y va ou si on n'y va pas, mais effectivement comment on y va. Et je trouve que c'est la lucidité qui compte, parce que le fait de savoir qu'il y a des risques, qu'il y a des dangers, qu'il y a des problèmes, on le sait surtout, parce qu'à la limite, avec la cybersécurité, c'est pas un sujet d'IA, et pourtant on continue à digitaliser, à avoir des systèmes d'information, et on sait très bien qu'il y a des risques d'attaque, donc ça nous empêche pas d'y aller, ça nous empêche pas de continuer, personne. Et je pense que pour l'IA, c'est exactement la même chose. Donc voilà, il faut y aller avec lucidité et en étant le plus éclairé possible sur les bénéfices et sur les problèmes. Vas-y, t'en mets d'envie, vas-y, Aspa, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste dire, vraiment ne pas paniquer. Et quand je dis paniquer, je le dis à juste titre et vraiment volontairement, parce que ce qui vous fait paniquer, c'est le bruit médiatique. Oui, il y a une couverture médiatique. Il y a des raisons quand même, il y a des raisons d'être un peu inquiet, non? On dépense des sous, on n'est jamais garanti. À la façon dont c'est couvert en France et en général dans le monde, parce que ce sont des débats qu'on importe des États-Unis qui, eux, sont sur d'autres enjeux, est complètement nul. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours la fin de l'homme, c'est le progrès, c'est la fin du monde, c'est les machines vont tous nous bouffer. Et donc, il y a un climat anxiogène qui est installé sur ces questions-là. L'IA est un outil. L'IA n'existe pas d'ailleurs. Vous avez autant d'IA possible que d'usages, que d'industrie, que de machin. Donc, c'est un truc qui est mis à votre disposition, qui crée un paquet de vulnérabilités comme n'importe quel outil. Et par ailleurs, sur la question de l'emploi et du travail, tout à l'heure, on disait oui, ça va dégager du temps, etc. C'est vrai en théorie. Mais à 12 heures de plus pour Romaric, il va en faire du sport. Hein. Exact. Mais ce que je me disais en écoutant la question et la réponse, c'est que quand vous faites une petite rétrospective historique, vous remontez, allez, pas très loin, révolution industrielle 19e siècle. La première, la deuxième, bon. Et après, quand vous redescendez aux années 80, grosse vague de mécanisation, notamment en Allemagne et au Japon. Ça ne s'est jamais traduit par du chômage de masse, jamais. Au contraire. Mais vous avez eu des évolutions de job. Et enfin, à aucun moment, on a arrêté d'avoir des tâches chiantes. Donc en fait, on en crée d'autres. C'est juste ça. C'est génial. Pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'en effet, la réponse, c'est évidemment pas de se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, mais comment j'y vais. Je suis intimement convaincu que la révolution que présente l'IA en matière d'interaction entre les gens, de révolution cognitive aussi par rapport au monde, par rapport à l'extérieur, par rapport à tout un tas de choses, doit vous emmener en tant qu'entrepreneur à pouvoir repenser aussi votre business. Donc la question, c'est comment j'y vais, mais surtout comment le métier qui est le mien dans mon entreprise va être transformé dans les années à venir par l'intelligence artificielle. Et d'entamer ce mouvement. Et encore une fois, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à tout transformer du jour au lendemain et on n'aura pas les bénéfices peut-être immédiatement. Mais en revanche, c'est de se dire, le business dans lequel je suis, comment va-t-il être transformé par l'intelligence artificielle et quel est le mouvement que ma société doit prendre pour démarrer, pour aller dans cette direction. Et alors évidemment, il n'y a que vous en tant qu'entrepreneur et sur votre marché et connaissant votre entreprise qui pourrez prendre cette décision.
Ce qu'on a dit ce soir, je pense, c'est 2 choses. C'est que la première, c'est que si ce type de décision n'est pas prise, les employés et les nouveaux collaborateurs qui vont vous rejoindre ne vont pas vous suivre parce qu'eux, ils vont être appétents à avoir de la technologie, du digital et avoir une relation avec leur employeur qui va être aussi basée sur ces fondements-là. Et puis la deuxième, c'est qu'avec la recherche de l'optimisation de votre business pour l'intelligence artificielle, il y a évidemment une chose qu'il faudra toujours avoir à l'esprit, c'est cette notion de sécurité et de confiance, car au final, on peut disrupter tous les secteurs qu'on veut, on peut mettre de l'intelligence partout, mais je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit il y a quelques années, le seul métier qui sera jamais disrupté ou jamais remplacé par l'IA, c'est celui de docteur, parce que le docteur, on va le voir, il vous parle, il vous rassure, il vous comprend, il vous parle à vous. Et donc, même s'il va lui aussi s'appuyer sur l'IA pour analyser, comprendre, soigner, fondamentalement, ce métier de conseil, de compréhension, de confiance sera toujours là. Et je pense qu'il faut que nous, on ait à cœur dans toutes nos entreprises, qu'elles soient pourvoyeurs de technologie ou utilisateurs de technologie pour servir d'autres biais, de se dire, OK, comment je capitalise sur la confiance, parce qu'encore une fois, on est dans un monde tellement changeant et tellement concurrentiel qu'au final, c'est la confiance qui fait qu'on garde nos clients et qu'on garde la puissance de notre marque et qu'on garde nos collaborateurs dans nos entreprises également.